Ok, bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit. Je m'appelle toujours Jean-Marie et je suis toujours en présence de Adrien, ici présent, et d'un tout nouveau mec dans l'équipe, c'est Raphaël Pouèche, que je vais laisser se présenter. Salut Adrien. Salut Raph. Raph, Adrien. Comment ça va? Ça va aller. Ça va aller. Raphaël Pouèche, coach CrossFit, préparateur physique et diététicien, donc très intéressé par ce qu'on va voir aujourd'hui. Toujours. Yes, et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, on va beaucoup parler d'alimentation, de nutrition, on va partir un peu plus loin même tout à l'heure, et on vous présente aujourd'hui notre invité qui est Idriss Ira. Donc Idriss Ira, 26 ans, comme de Raphaël. Je suis diététicien depuis 3 ans et demi, et du coup je suis spécialisé dans la prise en charge du crossfitter, loisir et haut niveau. C'est parti. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de te recevoir sur le podcast, et ça faisait un petit moment qu'on voulait parler de nutrition parce que c'est un des piliers fondamentaux de la performance et du bien-être. Et on avait déjà entendu parler de toi dans le podcast précédent pour ceux qui avaient écouté le podcast avec Jess Vetter. Donc je vais te laisser 5 petites minutes pour te présenter. Parle-nous un peu de comment t'en es arrivé là à coacher en matière de nutrition autant de crossfitters. Bon, Qu'est-ce qui a fait Idriss? Ouais, ça a commencé simplement, c'est que il y a 3 ans et demi, j'ai eu la chance d'être lancé du coup par Antoine, c'est le patron de l'UTS. Okay. C'était un ami, et puis du coup il m'a laissé ma chance quand je suis sorti d'école de diète. Donc j'ai fait une école de diététique classique avec une deuxième combinaison sur la diète du sportif appliquée. J'ai renforcé ça par un DU, un stage. Et à partir de là, je me suis dit que je voudrais me lancer dans la diète spécialisée du crossfitter, parce que je suis pratiquant, parce que j'adore ce sport-là. Il y a plein de choses à voir sur la préparation physique et sur la diète appliquée, bien évidemment. Le principe était simple, c'était il me laissait ma chance. On voyait comment ça se passait dans la boxe avec les adhérents. Ils s'apprenaient, on continuait. Et du coup, depuis 3 ans et demi, c'est ça qu'on a monté. Donc j'ai monté une société qui s'appelle We Nutrition, donc qui fait vraiment de la prise en charge individuelle du crossfitter, donc monsieur, madame, tout le monde, au crossfitter de haut niveau, comme on a pu voir. Le principe, c'est simple, c'est dire quel est le concept que tu as aujourd'hui dans ton mode de vie, et quelle est ton alimentation, qu'est-ce que je peux apporter de plus, qu'est-ce que je peux modifier pour de la performance, pour de la récupération, et bien évidemment des choses classiques comme la perte de poids, de la remise en forme. Voilà, c'est un but classique, je dirais, mais c'est basé sur des choses simples. Mais voilà, j'ai été bien lancé, donc ça a bien pris. Donc toi, tu étais pratiquant de crossfit dans une box déjà? Exactement. Pendant tes études? Exactement, j'ai fait du coup mes 2 ans de diète. Je me souviens que mon petit kiff à l'époque, c'était de me dire qu'un jour je ferais la diète de Christophe Bénard. À l'époque, c'était Christophe Bénard et Jolivet qui tenaient un peu le terrain. J'ai un prof de diète du sportif, un prof de psycho du sportif qui était le partenaire de Kiki, du coup, en sparring partner quand il faisait du judo en équipe de France. D'accord, donc à l'INSEP? Exactement, à l'INSEP, quand c'est en équipe de France, qui tournait avec Teddy Riner. Donc le kiff, c'était de me dire, putain, un jour je ferai sa diète, je vois un petit peu ce qui se passait. Et voilà, j'ai fait un stage donc, aux Addicts, qui est une boxe dans Paris. J'ai appris les rudiments du crossfit là-bas, j'ai pratiqué, je suis tombé dedans, je suis passé de la muscu à ça très rapidement. Et après, du coup, quand j'ai changé, quand Antoine a ouvert sa salle, je suis tombé dedans, je suis devenu diététicien assez rapidement là-bas. Et voilà, aujourd'hui, je suis diététicien référent dans plusieurs boxes en France. Ça a bien pris, on dispense des séminaires. Et ça a pris le bouillon, quoi. D'accord. Et tu disais que tu as suivi une formation complémentaire pour l'application dans les sports. Ouais. Et ça a été justement après la découverte du CrossFit, parce que tu voulais t'intégrer là-dedans? Même pas, c'était dedans en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école de diète, je faisais de la musculation. J'avais déjà entendu parler du CrossFit, j'avais vu une affiche de Menelf avec Froning. Je me suis dit, je vais être comme ce gars, c'est sûr, c'était forcément. T'as pas voulu être comme Schwarzy? Non, il était trop. Mais voilà, c'était le complexe du gars qui a fait 10 ans d'athlé, qui était mince, qui a fait de la muscu pour changer. Je suis tombé dans un club d'haltérophilie, puis découvert du crossfit. Et moi, je me suis dit, la diète là-dedans, c'est intéressant. Il y a de la gestion du poids, il y a de la gestion de la performance. C'est là-dedans que je bossais. Et pour moi, de toute manière, c'était vu direct que ce serait la préparation physique du futur et des autres sports. Donc c'était là-dedans que je voulais bosser. D'accord. Un vrai kiff. Ok. On a tous vu les préparations des mecs aux États-Unis qui font du football américain, qui sont vachement là-dedans. On a envie de changer, du préparateur physique qui a des plots et un sifflet et qui fait courir les gars sur le terrain. Je trouve ça plus sympa. Ok. Et la mayonnaise, elle a pris tout de suite avec les adhérents ou les athlètes que tu avais en coaching ou en coaching nutrition? Quand on est entrepreneur, au début, c'est toujours un peu dur de se lancer. Ouais. J'étais sûr de ce que je voulais, c'est-à-dire que j'avais mon concept, je suis sorti de l'école avec ma démarche à suivre, je savais où je voulais aller. Une fois de plus, je leur ai dit, il a été l'élément déclencheur du truc, parce qu'il a directement dit aux adhérents qu'il avait confiance en moi. Ça a vachement joué, et ça a pris très vite. Je dirais qu'en 6 mois, j'avais déjà un bon seuil d'adhérents, il y avait des résultats, donc voilà, le bouche-oreille, ceci, un tel, cela. Et après, du coup, j'ai eu Christophe Bénard en athlète, j'ai eu qui en a parlé, j'ai eu Jessica, et j'ai eu Marion Perrault aussi qui a fait les regionals avec Galiléo. C'est pareil, ça parlait un petit peu, et c'était sur le fait que je faisais du bon boulot, donc c'était plutôt cool, c'est appréciable. Le nom, c'est transmis comme ça de box en box, et maintenant je fais du coaching, de la nutrition, du coup, coaching nutrition sur Paris, une grosse partie aussi en dehors de Paris, et ça s'est exporté un peu hors de la France, donc c'est cool.
Ok, ouais, parce que maintenant, là, on parle de tes débuts, mais nous, tout le monde te connaît plus ou moins sur les réseaux et tout le monde te connaît au niveau national. Si on parle de diététique ou de nutrition dans le CrossFit, on associera forcément Idriss, diététicien, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'athlètes qui sont partis vers toi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ta programmation? C'était quoi l'objet magique? J'ai pas la prétention de dire qu'il y a un truc spécial ou que... déjà on part du postulat que j'aime vraiment ce que je fais, c'est un vrai kiff. En tant que pratiquant, on va se dire aussi, bon bah écoute, je suis pas un grand compétiteur mais j'adore la compétition, j'en ai fait donc je connais un peu les contraintes. Et il y a un truc qui ment pas en tout cas, c'est que je pars du principe que si on n'a pas de connaissances, on n'arrive à rien. Donc la théorie, elle vient renforcer la pratique et pas l'inverse. Donc à partir de là, quand tu montres que tu as confiance, que tu sais ce que tu fais et que tu es sûr de ta méthode aussi, ça marche forcément, tu arrives à transmettre le truc. C'est un peu comme un coach qui va réussir à transmettre la volonté ou transmettre le plaisir. Et voilà, après j'ai une méthode particulière parce qu'on l'avait testé un petit peu déjà sur d'autres athlètes dans d'autres sports. Donc je savais où je voulais aller, je savais comment je voulais gérer ma diète et en fonction de quoi. Il y en a qui vont les gérer en fonction des macros, des micros, sur le régime hormonal. Voilà, je suis parti de là, j'ai eu la chance que ça prenne bien avec pas mal d'athlètes. Le premier en haut niveau, c'était Laurent Camps, donc pour ceux qui connaissent à l'époque, c'est une grande machine des premières années CrossFit. Voilà, ça a transmis le nom comme ça, donc comme je disais, avec Kiki, avec Marion Perrault, et pour les adhérents, c'était pareil. C'était de la perte de poids, quand on a vu qu'il y avait des résultats, forcément ça parle, ça discute. On manage un peu les réseaux sociaux. Le but, c'est de dire, écoute, voilà, je fais de la diététique, je suis dans ce milieu-là, est-ce que ça vous intéresse? Il y a de la réponse, il y a de la communication. Ça a pris comme ça, vraiment le plus simplement, je dirais, et puis... je pars du principe que si on essaie de faire du bon boulot, ça marche bien, c'est que... T'as été surpris par la vitesse? Au final, de la vitesse, oui et non, c'est que ça fait quand même 3 ans et demi, donc ouais, ça a bien pris, on va dire que le côté un peu social, un petit peu mis en avant, et il a été fait aussi parce que on m'a proposé des revues, avec l'UTES, on a eu la chance de bosser pour Stade 2 aussi, donc c'était quand même cool, mais non, je m'attendais pas forcément à ce que ça prenne autant, mais bon, c'est plaisant, c'est quand même cool. Moi j'avais une question pour toi. Tu parlais de théorie et de pratique, ce sur quoi je crois on est tous super d'accord ici. Mais est-ce que tu as, ou est-ce que tu as eu, ou est-ce que tu as encore des sources d'inspiration diététiques, c'est-à-dire des grands noms ou pas d'ailleurs, ou des grandes sources d'informations diététiques ici ou à l'étranger, qui t'ont influencé ou continueront à t'influencer aujourd'hui sur ta méthode, ta façon de voir la nutrition, d'aborder les consultations avec tes patients, la gestion des macros, bref, peu importe. On en parlait micro-coupé tout à l'heure, mais on s'était dit que la nutrition, c'était comme les prépas physiques, c'était plus un art qu'une science. Il y a des grands principes, mais chacun fait sa tambouille. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré ou qui continuent à t'inspirer aujourd'hui? C'est marrant, mais alors je m'écarte vachement, comme on peut le voir dans le CrossFit, de tout ce qui va être paléo, tout ce qui va être zone. Je suis arrivé hors de ça. Je suis arrivé même dans la boxe, du coup, aux addicts, où je me prenais des balles de lacrosse parce que j'étais pas dans le zone, pas dans le paléo. Moi, je suis quelqu'un qui vient du... C'est cohérent. Ouais. Je suis quelqu'un qui vient de la muscu, donc forcément je suis arrivé avec des diètes de body en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient des macros à respecter, il y avait des assiettes, voilà, c'était quelque chose de très strict. Je suis parti de là en disant écoute, il faut manager en fonction de la personne qu'on va voir en face. L'athlète de haut niveau pourra plus facilement assimiler une diète stricte, contrairement à un adhérent qui va vouloir se faire plus plaisir, pas de problème. Mais ça part de là, dire écoute, tu auras des quantités à respecter, tu auras une fréquence horaire à respecter pour donner un rythme, créer une fréquence hormonale et dire écoute, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu veux que ton corps ait une réponse, il faut lui donner des repères. Un peu comme toi le matin quand tu vas te lever. Si tu vas au boulot à 8h et que ton patron te dit écoute, en fait tu commences à 9h, tu vas être perdu. Le lendemain tu vas à l'heure qu'il t'a donné, il te dit non, au final c'est une heure plus tard, tu vas encore être perdu. Si tu as une fréquence, si tu as un planning à respecter et que du coup ton corps peut prévoir ce qu'il doit sécréter, ce qu'il doit gérer pour être bien tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de stocker, ça évite tous ces phénomènes-là. Mais pour moi ça vient purement de la musculation. C'est-à-dire qu'en diététique du crossfitter, et voilà, c'est un peu expliqué dans le bouquin, c'est pour ça qu'il s'appelle coaching, nutrition, musculation et cross-training, c'est parce qu'il y a un vrai parallèle entre les deux. Ça reste un sport de force avec une grosse composante hormonale. Les deux sont liés, d'accord? Ça veut dire que sur la partie glucides, de protéines, si on parle vraiment en termes de macros, on peut lier les deux. Donc tout ce qui vient influencer le crossfit, donc paléo, zone, cétogène, je m'en suis pas rapproché, au contraire ça m'a permis de dire écoute, je vais m'intéresser à ces régimes-là pour voir ce qu'ils proposent et surtout voir ce que je peux en tirer, mais ce que je peux pousser aussi, parce que les composantes ne me plaisaient pas forcément au début. Ça reste un sport de force et ça reste un sport glycolytique en fait, où le principal substrat énergétique vont être les glucides, et c'est là où tu as retrouvé ce parallèle entre les deux. On part de ça, c'est que si on prend la composante purement du crossfit, ça va être de la lactique sur vraiment très court, sur l'haltéro, et du lactique, d'accord? Quand on va me dire qu'on va mettre des graisses en place sur un instant, sur un haut de, je sais pas, entre 9 et 12 minutes, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, à moins qu'on soit un marathonien qui court
ou un coureur de 1500 qui va du coup mettre en place directement son système lipidique parce qu'il a une grosse adaptation à l'entraînement. Un crossfitter lambda, ce qui va lui permettre de brûler des graisses, c'est pas l'entraînement lui-même, c'est l'effet post-combustion. C'est le fait qu'il va continuer à brûler des graisses après l'entraînement et sur enchaîner avec un autre entraînement, on va continuer à entraîner ce petit cercle énergétique. Donc la première base, c'est les glucides. Si on commence à sortir tous les glucides et à sortir toutes ces petites choses-là et à dire écoute, il faut manger comme on mangeait au paléolithique, etc., on s'écarte un peu du bon sens pour moi du crossfit, mais par contre on prend un choix. Est-ce qu'on peut prendre 2 petites minutes pour expliquer un petit peu ce que c'est une diète paléo et les différentes sources d'énergie? Ouais, bien sûr. Pour des gens qui seraient un petit peu moins affûtés là-dessus. Les glucides, du coup, ça va être les sucres. Les protéines, ça va être le constituant principal du muscle, d'accord, mais qui vont aussi servir à tout ce qui est partie hormonale, donc toutes les hormones, ce qui nous permet de digérer l'information, donc ce qu'on ingère est sous forme de protéines, et tout le système immunitaire sont des protéines également. Dernière source, c'est les lipides, donc c'est les graisses, c'est la plus grosse réserve qu'on a en nous sur le principe, et ce qui va permettre de fournir le plus d'énergie. Le problème, à mon sens, ce qui ne va pas dans ces diètes-là, c'est qu'on va avoir tendance à abaisser un maximum les glucides, ce dont, à mon sens, principalement, on a besoin pour le crossfit, pour augmenter l'aspect protéines et graisses. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que quand on suit une série A et qu'on envoie du B, les deux ne sont pas en corrélation, et du coup, on a du mal à avoir des résultats. Ça, c'est mon point de vue purement personnel. J'ai récupéré pas mal de gens en paléo. En zone, ça reste correct, ou des gens qui font du cétogène, donc avec des diètes vachement basées sur les graisses. On a du mal à leur redonner un potentiel d'énergie et leur dire écoute, tu vas pouvoir envoyer avec une nouvelle diète. Ça demande de retravailler tout un métabolisme parce que pour moi, à mon sens. Ce qu'il faut peut-être nuancer, et peut-être que tu vas me couper là-dessus, c'est que ça va être propre à chacun évidemment, mais relatif aussi au niveau et au volume d'entraînement. C'est-à-dire que tu me coupes toujours si c'est pas ton point de vue, mais peut-être qu'une diététique paléo ou cétogène c'est encore autre chose, parce que le paléo n'est pas forcément du cétogène. Le cétogène impliquerait vraiment un degré de lipide très bas, ce qui n'est pas forcément le cas sur le paléo. Quelqu'un qui veut juste être en forme, quelqu'un qui veut juste gérer sa santé et son hygiène, qui va faire 2 entraînements de crossfit par semaine et gérer un peu son alimentation, qui a un boulot classique assis sur un bureau, entre guillemets, peut peut-être s'en sortir avec ce type d'alimentation qui promeut des sources alimentaires très correctes. Maintenant, toi, tu faisais référence à des athlètes que tu as pu avoir qui sont de plus haut niveau, qui ont un volume d'entraînement assez élevé, en fait, qui vont juste pas survivre avec ça. Des objectifs que les gens vont avoir, c'est-à-dire que on peut survivre, on peut vivre très bien avec un paléo, on peut très bien vivre avec un cétogène, un zone ou comme être vegan, c'est des conditions particulières, mais qui, pour mon sens, c'est un schéma de vie, c'est comme être marginal, c'est un choix de vie, d'accord. On va être comme ça, on va faire comme avant, pas de problème. Maintenant, pour des objectifs, on va être sur de la comme je peux le voir, souvent ça va être de la perte de poids, de la perte de graisse, retonifier le muscle, retonifier le corps et remodeler tout ça, tout en ayant de l'énergie sur l'activité qu'on veut faire. Pour moi, ça s'éloigne un peu de ce qu'on est vraiment. C'est ça, d'un point de vue performance, pour toi, ça ne se justifie pas. Performance sportive et même bien-être, quand je dis bien-être corporel, c'est-à-dire que retrouver des constantes et un ratio de masse musculaire, masse graisseuse qui est vraiment intéressant. Ça, c'est mon point de vue purement personnel, c'est pas sur quoi je vais travailler en tout cas. Je vais être plutôt dans l'équipe des macros glucides, de lipides, protéines, l'avantage des glucides, tout en disant écoute, je vais moduler, de semaine en semaine, je vais commencer à réduire un petit peu les quantités de ceci, parce que le but, ça va être d'exploiter toute ma plage métabolique, dire écoute, je prends souvent l'exemple de la Dodge Viper qui consomme énormément d'énergie pour faire 120 km, et une Toyota Prius qui va consommer beaucoup moins d'énergie, mais qui fera quand même 120 km. Donc apprendre à travailler sur ce qu'on appelle de la basse énergie, pour dire écoute, tu peux être efficient en fait, avec peu d'énergie, en mangeant moins d'énergie, mais en produisant autant. Ça, c'est important. Et, écoute, je peux être super efficient là-dessus, exploiter tout ce qu'on me donne à manger, et du coup, comme j'accumule moins d'énergie avec l'entraînement que je fais, j'arrive à remodeler mon corps. Pour moi, c'est super important. Ça se fait par phase, un peu comme ce qu'on peut voir en body, donc ça va être des phases de sèche, beaucoup moins dures, beaucoup moins strictes et beaucoup plus longues sur le temps. Ça, c'est important. C'est ce sur quoi ça m'interpelle et peut-être tu voulais revenir un petit peu. C'est pour toi, pour gérer justement ces diététiques à basse énergie, donc si je comprends bien en apportant peu de calories relatif à ce qu'on peut voir sur d'autres diètes, mais en produisant un maximum d'énergie, quel serait le premier truc, le premier facteur à gérer pour toi? Quand tu as un patient, quelqu'un vient te voir, moi, quel est le premier truc que tu regarderais pour que j'ai un rendement énergétique rentable? Si je dois voir vraiment une chose, déjà forcément je vais regarder la diète globale, admettons qu'il y ait des choses qui soient bien, ça va être la fréquence horaire. Dire écoute, la journée elle fait 24 heures, si c'est pour prendre ton petit déjeuner à 9h ou 9h30 déjà, c'est entre guillemets se tirer une balle dans le pied. Je vais apporter de l'énergie, mais je ne veux pas le condenser en peu de temps, parce que du coup l'effet de stockage il sera beaucoup plus soutenu. Donc ça va être d'augmenter la plage horaire sur laquelle je vais ingurgiter toute mon énergie.
fréquence horaire et régularité des prises alimentaires. Ça, c'est plus important parce que ça va permettre au corps en fait, de prévoir les sécrétions digestives. Quand on prévoit les sécrétions digestives, on va apporter une quantité donnée parce qu'on connaît aussi les quantités que tu vas apporter tous les midis parce que tu as des grammages à respecter et ça évite en fait le surstockage parce qu'il y a une partie qui ne sera pas digérée. Ça, c'est important. Ce qui amène des phénomènes comme quand les athlètes partent en vacances. Idriss, j'ai fait un cheat, je sens que j'ai une tolérance au cheat donc au cheat meal, au repas un peu joker qui est moins grande. J'ai une sensation de lourdeur, oui, parce que du coup, tu as donné tellement un bon rythme à ton corps que quand tu apportes trop de quantité, tu n'arrives pas à l'assimiler, ce qui est une bonne chose. C'est comme ça que ça marche, enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, moi je le vois. Ça, c'est peut-être un truc qu'il faut détailler pour que nos auditeurs comprennent. Ouais. Les sécrétions digestives, c'est le corps qui, en prévision d'ingestion d'aliments, va commencer à sécréter certaines enzymes, certaines molécules qui vont nous permettre de digérer. Étant habitué à une certaine ingestion de nourriture, à certaines heures de la journée, notre corps va prévoir ça et balancer ces enzymes de digestion en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de manger. C'est pour ça que les habitudes alimentaires sont si efficaces et si importantes. C'est pas juste psychologique, il y a de réels phénomènes physiologiques, corporels, importants dans ces digestions-là. Surtout que le deuxième intérêt, ça va être, en plus, quand on recale les fréquences horaires, ça va être un truc bête, hein, mais on remet un cycle du sommeil en place, qui fait qu'on va replacer tout le système hormonal, donc l'hormone de croissance le matin, les pics d'insuline qui vont être mieux gérés, tout ça c'est important. Ça permet d'avoir tout simplement, si on doit simplifier, une meilleure santé hormonale et d'avoir une meilleure gestion. Moins de fatigue, meilleure récupération. Qui dit moins de fatigue, meilleure récupération, dit plus d'énergie pour aller à l'entraînement, dit meilleure dépense calorique, dit effet sur la diète. C'est un cycle, et c'est comme ça que je conçois, exactement. Okay. C'est l'effet domino, mais on va dire qu'ils se remettent en bonne position. Et cette adaptation-là, elle prend combien de temps à peu près quand tu recales quelqu'un? Moi, si je prends dans ma méthode, tous les athlètes que je suis, et qu'ils soient des hauts niveaux ou des loisirs, je leur dis toujours, ma première diète squelette, donc c'est prendre ta maison, l'enlever et remettre des fondations avec ce que moi je te fais. Ça va prendre une dizaine, quinzaine de jours. Ça va me permettre tout simplement d'envoyer des stimuli avec ma diète. Donc voilà, je te bombarde de nouvelles informations et en fait, la démarche scientifique, c'est de dire, c'est une expérience, je vois ce que tu me donnes comme résultat et à partir de ce résultat, je vais exploiter pour faire des ajustements sur les quantités de sucre, graisse, protéines. Dans la partie Monsieur Blouse Blanche qui rentre un peu là-dedans, ça c'est mon kiff personnel, quoi. Ouais, mais ça je trouve ça hyper cool que tu le précises, c'est que par rapport à tout ce qu'on voit, des diètes toutes faites, des bouquins qui peuvent sortir des sites internet, si quelqu'un avait la réponse pour 7 milliards de personnes qu'on est sur Terre, ce serait trop beau. Ça serait magnifique et il serait vraiment richissime. Mais il y a autant de programmes alimentaires qu'il y a de personnes en fait. Et je trouve ça cool que tu reviennes sur le fait que voilà, la première phase est une expérience. Je ne peux pas te dire si ça va marcher dans combien de temps. On va voir. Jamais les réponses à tout en une fois et chaque personne. Expérimentez, vous verrez. C'est entièrement interindividuel. Maintenant, avec des méthodes, on se dit, écoute, je sais quand même qu'en affûtant ma méthode, je peux toucher le plus de personnes possible. Il y a des principes. Et il y a des choses aussi qu'il faut forcer. C'est-à-dire que quand la personne a été dans le déni alimentaire, si je puis dire, pendant des années, le truc principal, c'est que je prends pas de petit-déj parce que je ressens pas la faim. C'est une erreur. Moi, je vais te permettre de te recréer de la faim et du coup, remettre ton cycle en place. D'accord ? C'est comme un puzzle. Le puzzle, c'est le bordel, mais pour cette personne-là, il est beau, il est en place. Parce qu'il a forcé à mettre les pièces, moi j'enlève les bouts et je les remets en place comme ils devraient vraiment être, enfin à mon sens. Ça se passe bien, ça prend du temps, ça prend 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre un peu plus longtemps, tant que la personne a une notion de patience, ça c'est souvent le plus dur. Dire écoute, on va pour du bien-être d'abord, et ensuite quand ton corps sera à l'équilibre, il va pouvoir commencer à perdre du poids, à jouer pour la performance. Le premier objectif que le corps va avoir, ça va être de se réguler toutes les composantes, on appelle ça l'homéostasie, c'est dire écoute, je suis bien hormonalement, je suis bien sur la récupération, dès que j'ai ça qui est bon, je peux m'attaquer aux objectifs que toi tu as envie, qui sont pour moi secondaires, la perte de poids, la performance, etc. Ouais. Ton degré de précision va varier en fonction de là où la personne part en fait. Exactement. Là où elle en est, c'est exactement ça. S'il y a une personne qui a fait trop longtemps une mauvaise diète, forcément ça prendra plus de temps. On n'a pas le droit de demander à son corps, et c'est là que la partie mentale joue, on n'a pas le droit de demander à son corps de répondre en 1 mois ou même 2 mois si on a fait 10 ans de bêtises. Oui, c'est ce qu'on voit souvent, alors moi en tant que diététicien, mais j'imagine tout le monde en tant que coach aussi, parce qu'on est quand même des personnes à qui tout le monde demande d'être conseiller alimentaire. Des personnes qui vont, pour caricaturer, manger au McDo 3 fois par jour, 3 fois par semaine, mais qui vont te demander quel type d'acide aminé ou quel type de créatine ils doivent prendre. Donc c'est un non-sens en fait, dans le sens où, comme tu dis, toi tu commences vraiment par établir une base avant d'aller beaucoup plus loin dans ce dont tu parlais tout à l'heure, sur les régulations hormonales, etc. Ça doit rester de l'apprentissage, c'est-à-dire que je vais jamais leur parler de... Enfin, on va leur parler d'hormones, on va leur expliquer, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'ils se sentent sensibilisés à ça. Le but, c'est quand même de dire, écoute, tu vas créer des automatismes parce que tu dois être autonome.
je suis pas une béquille à vie, aucun intérêt. Et on rentrera toujours plus dans la précision avec des athlètes de haut niveau qu'une personne lambda qui forcément n'est pas forcément intéressée par toutes ces précisions. Mais le but, c'est de dire, écoute, je peux te simplifier le langage par des quantités à manger qui, pour moi, sont traduites par des réponses hormonales, des réponses enzymatiques et qui sont plus intéressantes pour moi. Mais la personne, si tu commences à la saouler avec ça, tu vas la perdre en fait. Donc elle verra pas l'intérêt. Elle va se dire, écoute, moi je perds du poids. Et perdre du poids, je sais que ça passe par des quantités, ça passe par ça, toutes les histoires d'hormones, etc. Ça m'intéresse peu. Donc il faut aussi cibler la personne qu'on a en face. C'est le but du jeu. Alors, tu as dit qu'on avait des habitudes qui n'étaient pas forcément bonnes de manière, d'un point de vue bien-être alimentaire. Ouais. Tu vas sûrement t'opposer une forme de résistance au début. Parce que tout le monde peut acheter un bouquin de nutrition ou des recettes toutes faites. Mais les appliquer, c'est là où ça commence à bugger. C'est-à-dire que, ok, moi je veux bien manger, mais à un moment donné où j'ai envie de craquer sévèrement. Comment tu fais pour gérer? Surtout pour la personne lambda qui a pendant des années et des années donné des mauvaises instructions à son corps. C'est sûr. Derrière, je pense que dans tous les gens que tu prends, dans les personnes lambda, je ne parle pas des sportifs de haut niveau, c'est cette adaptation, cette phase d'adaptation, c'est la partie la plus difficile. Parce qu'une fois que tu es habitué, alors c'est bien, après toi tu vas aller dans quelque chose de plus précis, et là ça va rouler comme sur des roulettes. Mais dans l'idée, cette phase d'adaptation, elle est très dure. Après, c'est le plus dur. Toi, tu arrives à les accompagner mentalement aussi là-dessus. En fait, moi je pars du principe déjà que, alors je suis un peu, peut-être un truc à bosser, hein, je suis un peu antipathique. Je leur dis directement que je serai pas là pour dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que s'ils viennent sonner à la porte de leur diététicien, de leur médecin, et du coma porte, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Donc partons du principe que s'ils ont besoin d'aide, c'est moi qui vais devoir imposer un rythme. Voilà, s'ils n'avaient rien à changer. Exactement. On part de là. Donc déjà, ça remet les choses en place. Deuxièmement, quand ils font leur petit journal alimentaire pour commencer, pour voir comment ils mangent, moi, je tape directement dans le dur pour leur dire, écoute, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Il y a des choses à changer, il y a des choses qui sont bien, donc des marqueurs que je ne veux pas reprendre, toujours en expliquant ce qui va et ce qui ne va pas. Et à partir de là, on part. Forcément, il y a des gens à qui ça va très bien passer d'un coup, parce qu'ils vont réussir à vriller, c'est parti, et puis c'est tout. C'est souvent le plus beau, mais ça arrive le moins souvent. Ouais. Et des personnes qui vont avoir des vraies résistances, mais souvent liées soit à un phénomène psy, parce qu'il y a du passé, etc. Ou alors tout simplement parce qu'ils ont été addicts, par exemple au sucre, qui est une grosse addiction. Du coup, il y aura des vraies envies, mais des vraies envies un peu de droguer. Et là, il va falloir nuancer le discours, dire écoute, tu auras le droit à peut-être plus de jokers que d'autres personnes, et y aller en nuance. Y aller par étapes. Comme une personne qui va arrêter de fumer, tu commenceras plutôt par enlever 10 cigarettes, puis 10, puis 10. Quid de la personne versus la personne, elle arrive à arrêter de fumer d'un coup, mais j'en ai pas tous les jours. Ouais. Donc il faut nuancer le discours, mais c'est quand même vraiment ça de nuancer et de dire bon. Toujours, parce qu'il y a un combat mental de toute manière. Là le but de l'accompagnement, ça veut dire que contrairement à ce qu'on peut peut-être voir en cabinet, on voit son praticien une fois et on se revoit dans un mois. Là, la personne elle se sent seule. Moi, le but de l'accompagnement, c'est qu'ils peuvent m'envoyer des SMS ou ils peuvent m'appeler tous les jours. Là, si je prends mon téléphone, je pense qu'il est blindé. C'est le but du jeu. Idriss, ça va pas, Idriss, j'ai des envies de sucre. Et se sentir accompagné et se sentir soutenu, ça permet quand même vachement d'alléger le processus. Mais c'est forcément pour un bien-être. C'est un vrai truc, c'est qu'ils viennent parce qu'ils ont un problème. Moi, je suis là pour les aider. Mais on va nuancer aussi le discours. C'est-à-dire que je suis là pour t'aider, je suis prêt à te caresser un peu le dos, mais surtout, le but, c'est de te faire cravacher pour que tu avances. D'accord ? Et le bien-être derrière, il est pas mesurable. C'est quand même... Donc ce soutien psychologique, il est quand même très important dans cette phase-là en tout cas. Ouais, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'elle est aussi importante avec les sportifs de haut niveau quand tu es sur quelque chose de très spécifique? Ouais, alors c'est un peu différent parce que pour le coup, si je prends l'exemple par exemple de Tina Moglin, c'est l'ancienne body, elle connaît bien, je me fais marrer parce que la diète elle connaît bien, voilà, c'est géré. Pour moi c'est un peu ces sportifs qui vivent pour ça, c'est-à-dire que si je lui dis écoute, alors, je caricaturise, hein, mais je lui dis il faudrait que tu manges des cailloux, elle irait manger des cailloux. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait et elle sait ce qu'elle est prête à faire pour y arriver. Là elle fait des super open, les régionales c'est bon. Là je prends par exemple Alizé Andréani, pareil, super diète, super, mais je suis arrivé en fait, ils avaient déjà cette notion et cette importance de la diète dans le sport, donc moi j'arrive, je prends le train en marche, mais du coup je vais surtout leur donner des petits tips, des choses, recadrer des quantités, mais elles ont déjà des notions de base. Donc toi l'histoire de la maison, là t'en étais plus là quoi, t'étais directement à choisir la couleur des rideaux et... C'est exactement ça, ce que je dis souvent c'est que à mes clients, à monsieur, madame, tout le monde, c'est que là on pose des fondations et on choisira la couleur du papier peint des toilettes plus tard. Voilà. Là du coup elles ont déjà la maison, le tabouret est déjà fait, on va juste recadrer la télé, etc. Il y en a avec qui il faut partir le plus loin, toujours des athlètes de haut niveau, mais de toute manière la mentalité est différente. Écoute, je vais aller aux regionals ou je vais aller à telle compétition, un tel ou un tel.
bah du coup il faut mettre ça en place. Ok, je suis prêt à le faire parce que je veux arriver à ça. Et ciao. C'est là aussi où tu vas nuancer ton degré de précision. C'est comme tu as dit, c'est par rapport aux objectifs. Entre, écoute, je suis prédiabétique, je veux vivre correctement et je veux aller au régional, ça sera pas le même discours. Toujours pareil. Ça coûtera pas les mêmes choses. Après, il y a aussi un processus qui est plus simple pour les sportifs de haut niveau, mais qui est tout simplement du mérite. C'est que quand on a charbonné toute sa vie en faisant du sport et en se faisant mal toute sa vie en faisant du sport, on a une réponse à la diète qui est beaucoup plus rapide. Je prends l'exemple de Tina ou encore de Clean Call à Annecy. Dès qu'il a mis la diète en place, il était déjà sec, mais il a continué à sécher. C'est pareil. Là, je vois Martin ici, qui est notre meilleur compétiteur. Dès qu'il se met un petit peu dans la diète, il commence à bouger. C'est pareil. Il a tellement fait de sport, il a tellement de réponses d'adaptation à la diète et à l'entraînement que ça va très très vite. Donc forcément, c'est encore plus gratifiant. Mais c'est pas de la facilité, c'est juste qu'ils ont travaillé depuis des années, des années. Exactement. C'est un terrain qu'ils ont créé. Clairement, ils sont pas nés comme ça. En termes de... Donc on va parler un petit peu de ta méthode, et juste avant on va parler en termes de... Parce que je sais pas si certains s'en rendent compte, mais ceux qui sont dans le CrossFit doivent le savoir, et les autres un peu moins, c'est... Maintenant tu veux être sportif de haut niveau, tu veux faire de la compète, au moins aller aux regionals. En CrossFit, ça veut dire combien d'heures d'entraînement par jour, donc ça veut dire combien de calories dépensées. C'est quoi la différence entre le sportif lambda et le mec qui va au regional, c'est comment tu gères cette balance calorique? Je peux pas me mouiller en donnant de chiffres, mais on va dire que ça peut aller du simple au triple facilement. Il y a des machines métaboliques, c'est-à-dire des gars qui déjà de base crament énormément. Je reprends l'exemple de Martin ou de Clint. Le simple, ça représente combien de calories à peu près dans une journée? On va être sur du... Allez, si pour une nana, on va prendre un global entre 2000 et 2500, hommes-femmes confondus. Ok. Voire un peu moins, entre 1008 et 2003, on va dire. Pour un mec, on peut monter facilement pour un compétiteur à du 3500, 4000, voire du 5000 facile. Quand on prend l'exemple d'un coureur du Tour de France, c'est plus de 6000 calories par jour. Ça monte très vite. On prend 3 entraînements par jour à haute intensité, parce que le but, c'est pas forcément le volume, mais c'est l'intensité qu'on va donner. Quand il y a un gros métabolisme de base, ça va très vite. Je reprends l'exemple de Martin ici, qui est notre meilleur compétiteur. C'est une machine à manger. C'est-à-dire que les gamelles qui se fait le midi, les adhérents passent devant et disent « Putain, mais comment tu fais pour pas prendre un gramme ?» Ouais, mais je m'entraîne 3 fois par jour, 6 fois par semaine. Mon effet dans une dynamique de combustion qui est là 360 jours par an, c'est pas 362 parce que le mec s'entraîne H24. C'est pareil pour Tina, c'est pareil pour tous ces gens-là. Et en master, c'est pareil. Là, j'ai Olivier Leotti, plus de 40 balais. Voilà, il a affûté, c'est une machine. Et il mange énormément, mais c'est toujours en relation avec ce qu'il fait. Ça, c'est important. On entendait une interview de Fikowski, je sais plus quand, qui expliquait qu'il mangeait jusqu'à 800 grammes de glucides par jour. Il a augmenté en plus il n'y a pas longtemps ses proportions de glucides. Parce que c'est un mec de 1m90 qui est nordique, il est ultra sec, il a un gros métabolisme de base. Plus tu vas faire un sport qui va demander de l'énergie, plus tu vas devoir en apporter, voire plus pour pouvoir augmenter ton phénomène de récupération. Parce qu'à ce niveau de compétiteur, c'est pas juste dire écoute, je mange 2, donc je dépense 2, donc je dois manger 2, mais je dois manger plutôt 3 ou 4, parce que le but c'est de pouvoir avoir récupéré pour l'entraînement du lendemain et du surlendemain. S'il y a des, et t'améliorer. Bien sûr, c'est exact, c'est ça le but. On est en cycle force, ok, bon, du coup là on va poser la diète sur une récupération du système nerveux, on est sur un cycle hypertrophie, ok, on va plutôt jouer là-dessus, c'est que comme ça que ça se passe. Pour un athlète, je dirais loisir ou monsieur même tout le monde, c'est pareil, parce que normalement la programmation de la boxe est faite en fonction de certains cycles. Nous je vois qu'on a Antoine qui fait la programmation, qui va faire un cycle force, ensuite on va être sur un cycle hypertrophie, un cycle pré-open, etc. Donc pour les personnes que je suis et dont je connais la programmation à l'avance, c'est quand même plus simple pour moi de gérer la diète. Parce que les quantités vont être moindres en cycle force, où là du coup on va chercher plutôt à faire récupérer le système nerveux, donc la composante nerveuse. À l'inverse, comme je disais, sur les cycles cardio et hypertrophie, où on dépense énormément d'énergie, on va être plutôt sur la composante quantité de glucides, voilà. Et c'est ce que j'allais dire, pour rebondir là-dessus, sur la différence que va avoir ta diète sur un cycle force par rapport à un cycle hypertrophie. Tu joueras sur quoi? Le ratio entre glucides et lipides, par exemple? Tu orienteras plus sur l'un ou sur l'autre? C'est exactement ça, c'est-à-dire que en cycle force, on part du principe que le but, ça va être d'augmenter le nombre de connexions entre le cerveau et le muscle, mais que la composante musculaire pure, si vraiment en termes de fracture, enfin casser des fibres musculaires, elle n'est pas énorme par rapport à un cycle hypertrophie. Donc le but, ça va être d'augmenter les bonnes graisses pour avoir une meilleure réponse hormonale, donc à la testostérone. Le but, c'est de produire de la force et de mieux récupérer, et soigner le système nerveux. Donc apporter les électrolytes et les minéraux qu'il faut, pour que le soir, au lieu d'avoir 30 spasmes et frapper sa femme parce qu'il y en a une qui est partie à cause d'un gros cycle sur les épaules, on puisse envoyer. Tu t'excusais. On l'a tous eu ce moment où on fait du squat pendant, on fait un cycle, on fait un small off, on fait un Russian cycle, et du coup la nuit, on a des petits moments comme ça, un peu de
d'hôpital, c'est le but du jeu, donc là on va soigner plutôt ça et faire comprendre aux gens que là du coup ils ont moins faim aussi parce qu'ils dépensent moins d'énergie, que les reps sont plus courtes et le plus dur à faire comprendre c'est dire tu perdras moins de poids ou moins de graisse en cycle force que sur un cycle hypertrophie au cardio. Et du coup ça serait quoi des bonnes graisses à rajouter dans son alimentation pour le système nerveux? Bon alors si vraiment, plutôt pour la réponse hormonale ça va être les bonnes graisses sur des bases d'oméga 3, moi je sais que par exemple petit nage je vais prendre des... Alors ça c'est au niveau compétiteur, on ne demande pas de faire ça, mais des shots d'huile de lin pour avoir un shot d'oméga 3 pur d'origine végétale. De toute manière, on les connaît de manière naturelle, c'est-à-dire que tout ce qui va être huile végétale crue, c'est toujours bon pour la réponse hormonale. Tout ce qui va être graisse du steak ou graisse de la côte de bœuf, c'est toujours moins intéressant pour une personne moitié. Dommage. Ça c'est dommage. Et donc tu vas déconseiller, peut-être dans des détails un peu précis, par rapport aux oméga 3, tu déconseillerais toi les fish oil, les capsules. Non, je leur en mets. Le problème c'est juste de varier en fait, à arriver quand même à tirer de ce qu'il y a de mieux de la terre et du règne animal. Les fish oil, ça me va très bien parce que même moi j'en consomme, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, mais la qualité doit être. C'est difficile d'en trouver des. C'est un peu moins bien quand même. Alors les fish oil, c'est l'huile de poisson, c'est ça? Oui, pardon, c'est l'huile de poisson, capsule c'est les poissons gras qui vont plus facilement stocker les oméga 3 au niveau du foie. Tellement fragile que voilà. Surtout qu'en ce moment, il y a un petit quiz du poisson, de la qualité du poisson dans les mers. De toute façon, ce sera à tous les étages, je crois, de l'alimentation. Exactement, ça c'est sûr. Ça va pas aller en s'arrangeant. Ça va pas aller en s'arrangeant. Je te mangerai toi, parce que je suis sain. Ouais, t'es de bonne qualité. Alors, tu parlais justement de l'augmentation des ratios pour les sportifs, et on parlait de Brent Fikowski qui a eu besoin d'augmenter ses ratios. Est-ce que là aussi, autant tout à l'heure on disait, non, il va falloir peut-être améliorer la qualité de ce que tu manges et peut-être diminuer la quantité de tes apports. Ouais. Maintenant, si on parle de l'augmentation des apports pour un sportif, est-ce qu'il y a une phase d'adaptation du système digestif? Est-ce que toi, tu prends ça en compte ou tu dis, bon, ok, demain, tu me rajoutes 3 plats où il y a une progression? Comment tu combines ça? Il y a forcément ça. Pour avoir mené le combat personnellement sur de la prise de masse, ouais. Il a fallu 6 ans. Je suis passé de 75 à 84, 85. Enfin, de 65, pardon, 84, 85, mais ça a pris 5-6 ans. On ne peut pas forcer quelqu'un à manger. Commençons par là. Maintenant, quand il y a un besoin, parce qu'on augmente la dépense, naturellement, le besoin de la personne à venir me voir et dire, écoute, Idriss, j'ai faim. Ça va très vite. L'adaptation de Jessie, elle se fait assez rapidement. Si la personne a des problèmes de base, on va limiter les problèmes, on va limiter les aliments qui sont irritables. Donc voilà, trop de fibres, trop de choses comme ça qui vont déranger. Peut-être jouer sur la qualité aussi, parce qu'il y a des aliments qui vont être de très mauvaise qualité. S'il y a une tendance à consommer l'industriel, on va peut-être l'enlever également pour passer sur du fait maison, même si c'est des choses très simples. Mais généralement, ça se fait assez bien. Quand une personne augmente rapidement son volume de sport, lambda, loisir ou au niveau, naturellement, elle demande d'elle-même à manger parce que la bouffe, c'est quand même quelque chose de social. C'est de base, on a envie de manger. C'est-à-dire que si on laissait quelqu'un à la dérive devant un buffet, on aurait plus tendance à se jeter dessus. C'est 100% français. On a toujours eu l'habitude de faire des gueuletons, on a toujours fêté ça autour d'un repas, on déprime autour d'un repas. Tout se fait autour de la nourriture, donc c'est cool. Donc on a plutôt l'attrait d'aller chercher à manger que l'inverse. Donc pour moi, c'est plus simple de donner à manger à une personne que l'inverse. Tu parlais du coup de la nourriture industrielle, et donc du coup tu parlais de la densité de l'alimentation. À quel point elle va être dense au niveau, le truc c'est énergétique. Ouais, c'est même un truc simple, c'est dès qu'on regarde la liste d'ingrédients sur j'ai une bêtise, un plat Picard, parce qu'une personne n'a pas le temps, elle est au bureau, elle veut manger sur le pouce, ou j'ai une bêtise, un wrap. J'ai fait un petit article là-dessus sur je prends un wrap chez Marks Spencer ou un wrap chez Franprix, je prends les ingrédients, des trucs que j'ai pas envie de voir dedans et qui comme ça ne sont pas dangereux, pas inquiétants à mon sens, mais qui sur le cumul vont avoir un petit phénomène inflammatoire, vont venir bouleverser l'assimilation des sucres, des protéines et des graisses. C'est mauvais. Parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on a la flemme, ou parce qu'on ne s'accorde pas le temps de faire à manger. Ça, c'est c'est exactement ça. Moi, je pars du principe qu'on n'a pas le droit de dire, écoute, j'ai pas le temps, mais plutôt, j'accorde pas assez de temps pour ça. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que j'essaie vraiment d'inculquer au début, c'est de dire, écoute, c'est Idriss, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, etc., etc. Bah écoute, pas de problème, mais pourquoi t'es venu me voir alors? Parce que moi, je vais pas te dire, écoute, j'ai une baguette, je suis professeur Rogue, j'adore Harry Potter, et voilà, boum, c'est parti. C'est impossible. Le but, ça va être d'inculquer des réflexes, mais par contre, je serai là pour t'accompagner, pour les mettre en place. Ça, c'est important. Comme ça que je souligne. Ok. Et donc, là, si on part sur la méthode, du coup, maintenant, parce que tu suis plein de crossfitters, et ton nom, en tout cas, moi, il a été connu je l'ai entendu par le monde du crossfit. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement c'est quoi les composants de la méthode sans la révéler complètement? À un moment donné, il y a un livre avant. Ouais, non, alors, de toute manière, dans le livre, forcément, c'est pas l'accompagnement. Le but, c'est d'inculquer les gens sur des choses très simples, mais en rentrant un peu dans le détail de la composante hormonale. Ça reste un bouquin d'un mec qui est scientifique de base et qui n'a pas envie de prendre les gens pour des nuls. Donc, le but, c'est de rentrer dans le détail
en simplifiant, enfin en vulgarisant le discours. Il y a même un plan, une trame d'un plan à suivre. Moi, je pars du principe qu'il va y avoir des composantes à respecter sur les différents repas. Donc, généralement, je leur mets un petit déjeuner, un midi, un soir, avec 2 ou 3 collations en plus. Le but étant de répartir un maximum d'énergie sur la journée. Sur un petit déjeuner, je dis une bêtise, entre 7h et 7h30, au mieux. Et un dernier repas sur les coups de 20h, 21h, sachant que s'il y a une séance de sport, ce sera bien évidemment plus tard. Avec des composantes à respecter, que ce soit glucidiques, protéiques ou lipidiques. Et ensuite, moi, je vais commencer de semaine en semaine à varier les quantités. Une personne vient de voir pour la perte de poids, on va commencer par exemple à baisser un peu les quantités de glucides, augmenter les légumes et les protéines en fonction de ce que moi je vais recalculer et voir surtout les sensations qu'elle va avoir. Il y aura forcément des contraintes logistiques que la personne va avoir. Au boulot, elle ne pourra pas manger telle ou telle chose, elle mange à la cantine. Voilà, c'est des choses qui font partie de la vie de tout le monde. Mais c'est comme ça que ça se passe. On fait un bilan, là par exemple moi je les vois environ une semaine ou tous les 10 jours, ou un coup de fil pour les personnes qui ne sont pas à Paris. Parce que, à mon sens, dire écoute, on se voit une fois, mais on se revoit ensuite dans un mois, comme on peut l'avoir en cabinet, ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire que la personne peut rentrer chez elle, commettre une erreur en pensant qu'il a fait les choses bien, et du coup répéter l'erreur pendant un mois. Ça, j'ai du mal à concevoir. Alors que là, la personne, elle peut se dire écoute, je suis pas sûr que ce soit bon, je vais lui envoyer un texto, elle m'envoie un messenger en texto, Idriss, est-ce que je fais ça, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bien, ou alors non, c'est pas bon, faut rectifier. Et là, du coup, on prend pas de retard, ça c'est important. C'est bête à dire, hein, mais quand une personne vient et qu'elle va payer un mois, elle n'a pas envie de se dire écoute, en fait, je dois payer un deuxième rendez-vous pour corriger une erreur que ça fait un mois que je fais. Ça, c'est pas cool. Ouais. Du coup, là, on commence à faire bouger les quantités. Si je vois que la personne est ultra investie, on va lui demander de voir régulièrement, donc elle m'envoie des photos de ce qu'elle mange par exemple. Si je valide les acquis, on passe à la suite. C'est un peu comme quand on apprend l'étape de multiplication. J'ai appris la table de 1, c'est le plus facile, je valide, je passe à la suite. Je recommence à modifier les quantités. On fait des photos pour les personnes à distance de la shape, voir un petit peu où elles en sont. On fait des relevés de masse grasse. Voilà. Le but du jeu, c'est de voir en fonction de ça. Je reprends ma démarche scientifique, je rebalance des stimuli au corps et je peux continuer à bouger mes quantités. Ensuite, le processus final, c'est de dire écoute, tu vois, dans cette situation, en jour d'entraînement, tu dois faire comme ça. Quand tu t'entraînes pas, tu dois faire comme ça. Est-ce que tu te sens autonome et prête à affronter la vie tout seul? Oui, non, tu continues, ou du coup, c'est parti, tu peux y aller. D'accord. Ça, c'est cool. Le but du jeu, c'est par fierté personnelle, parce qu'on en a beaucoup, hein, je pense, en tant que diététicien, en tant que coach. Ah, j'ai déjà fait l'expérience avec un autre diététicien ou un autre coach, c'est pas très bien passé. Moi, j'ai pas forcément envie que ça arrive. Même si ça arrive, forcément, on peut pas le nier. Donc, le but du jeu, c'est de dire écoute, je leur donne des clés pour y arriver tout seul. Ce qui est cool, c'est que pour beaucoup, ils se lancent dedans dans l'aventure tout seul, ça se passe très bien, et même au bout de 6 mois, 8 mois, ils m'envoient un texto pour me dire écoute, je refais bien un mois juste de contrôle. Ils reviennent, on refait un mois ensemble, on fait une sorte de checkpoint, quoi. Et puis on repart derrière et je repars tout seul, ce qui est plutôt cool. Et puis ça te permet cette validation d'acquis quelque part, elle te permet aussi de pas perdre ton temps, de pas te faire perdre ton temps aux gens, dans le sens où tu sais qu'ils sont investis aussi dans ce que tu leur fais faire. C'est exactement ça, parce qu'il y a un principe simple, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Là, j'ai eu plus de, entre 150 et 200 clients, facile, des athlètes. Le but, c'est pas de se dire, moi, j'aime ce que je fais et du coup, je vais investir du mauvais temps. Il m'est arrivé, on est sur entre 5 et 10 personnes que j'ai dû moi arrêter le suivi parce que j'avais pas de réponse ou parce que c'était pas possible, ils s'investissaient pas. Donc pourquoi perdre du temps et pourquoi tu prendrais la place de quelqu'un d'autre qui va vraiment s'investir? Tes journées font que 24 heures, tu as une quantité d'énergie donnée, toi tu peux pas la donner à tout le monde. Pourquoi rentrer à la maison avec des textos ou alors avoir stimulé quelqu'un pour pas qu'au final il te réponde pendant une semaine, 2 semaines et puis qu'il revienne? Il n'y a pas d'intérêt même pour moi. Parce que tout ce que je fais, je le réserve après, il y a une banque de données, c'est-à-dire dire écoute voilà, avec toi ça marchait comme ça, et ben tu vas être dans la catégorie C parce que tu fais 1m90, enfin on classe forcément les gens par catégorie à un moment pour savoir vers où je vais me projeter de semaine en semaine. Ah ben toi tu seras plutôt dans ce groupe-là, du coup je sais qu'on va plutôt appliquer ce genre de méthode ou ce genre de méthode, etc. Parce qu'on peut pas appliquer la même chose, chaque méthode pour un mec qui a un gros métabolisme, une personne qui a plutôt du mal à perdre du poids, on peut pas appliquer la même méthode. C'est ce que je vais reprocher en cabinet, c'est j'arrive, je mets mon billet sur la table et je te donne un plan, tu repars tout de suite avec. Et la personne qui va arriver juste derrière, ça va être exactement la même chose. Là, le but, c'est de faire un individuel. Vous aurez la même trame, vous aurez les mêmes composantes, mais les quantités vont varier et surtout, la fréquence de changement des quantités vont varier. Ça, c'est super important. C'est comme ça que je ressens. Et comment, toi, tu définirais ou tu observerais les différences entre les métabolismes d'une personne à une autre? Comment tu définirais si quelqu'un a un métabolisme rapide, lent, moyen, donc une capacité à traiter l'énergie rapidement? Déjà, il y a un truc, c'est que vraiment purement venant du body, il y a l'effet visuel déjà. Il y a 2 choses à voir, c'est ce qu'on voit de la personne, c'est comment tu le vis. Donc on demande des photos, face profil d'eau, ou alors moi, si je l'ai en face de moi, je lui demande tout simplement de les habiller pour regarder. Et il y a un truc qui est véridique, c'est le comportement qu'on va avoir, parce qu'il y a un questionnaire au début, on va échanger pendant 15-20 minutes. Le stress, l'anxiété, on va le ressentir aussi, c'est des questions qu'on pose.
Parce que l'effet, surtout la création d'hormones, donc du cortisol, du stress chronique, va avoir un impact énorme sur le métabolisme. Donc déjà, c'est un vrai vecteur d'indication et dire, ok, c'est plutôt cette dynamique-là ou celle-ci. Et quand je vais commencer à envoyer mes stimuli avec mes quantités les 10 premiers jours, je vais le sentir directement. Il y a un autre truc, c'est que comme on est en contact permanent, les messages, j'ai du mal, ou alors ci, cela, on voit par quoi elles sont drivées. Est-ce que c'est les objectifs? Est-ce que c'est le côté psychologique de séquelles qu'il y a eu du passé? Et ça, c'est le but du jeu aussi, de se dire, je vais l'aider là-dedans, mais ça me permet de dire, écoute, cette personne, elle est plutôt comme ça, donc il faut vraiment que je la pousse là-dedans. Et ça me donne des indications sur le métabolisme, parce qu'une grosse partie du métabolisme est régie quand même par ce qui se passe dans la tête. Ça, c'est... Tu peux définir 2 petites secondes ce que c'est le cortisol? Tu parlais de cette hormone, tu disais que tu faisais attention. Alors on définit le stress, donc le stress c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. Alors on définit le stress de 2 façons. Le stress physique, le sport est un stress physique, c'est-à-dire qu'on produit de l'adrénaline, ce qui nous permet de sortir d'une situation d'urgence. On a tous eu ce moment, alors pour ceux qui ont vécu en cité, par la police, courir plus vite que son ombre, ou par un chien dans la rue, on produit donc du stress, de l'adrénaline qui va nous permettre de potentialiser notre énergie à un instant T. Le cortisol, c'est un peu pareil, mais un peu plus néfaste, ça veut dire que c'est un stress chronique. On a de la pression au boulot, on est sur la charge de travail, donc on se ronge les ongles, on n'est pas bien, et en fait, la force de ce cortisol, c'est d'utiliser beaucoup d'énergie, mais pas à bon escient. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre juste des glucides et mettre le nombre de glucides qu'il faut pour une activité, c'est de tout prendre, lipides, protéines et glucides, donc de foutre le bordel dans la chambre et de balancer ça comme énergie. Pas grand intérêt pour une personne qui va essayer de récupérer derrière et envoyer. Donc c'est la première chose qu'on va essayer de calmer. Donc il y a des neuromédiateurs du stress, le magnésium par exemple en fait partie. Pour ceux qui connaissent le complément ZMA, donc zinc, magnésium, vitamine B6, c'est intéressant. Voilà. On cherche à gérer cette composante parce que le cortisol, c'est la pire chose qui puisse arriver pour le métabolisme et pour les objectifs sportifs. Ça, c'est qu'il soit physique ou de performance, c'est la pire chose qui puisse arriver. D'accord, ok, super intéressant. On néglige vachement la composante stress, alors qu'on est de manière générale, hein, on a tous des vies stressantes, pour les personnes lambda qui vont au boulot, qui prennent le métro, on est agressé par le quotidien. On veut en plus essayer de sortir de ça en faisant du sport, qui est un autre stress physique, donc on cumule. Mais le stress de la vie de tous les jours, il n'est pas bénéfique à ce qu'on veut avoir comme objectif sportif, par exemple. Ouais. Puis il n'est pas anodin sur quelqu'un qui s'entraînerait même qu'une fois par jour, en fait. Exactement. Parce que le reste du temps, il est en train de produire ce stress. Okay. Exactement. Ce qui se passe souvent d'ailleurs, c'est que les plus performants, c'est ceux qui arrivent à mieux gérer leur stress. Les compétiteurs de haut niveau, souvent ils sont coachs et du coup ils vivent dans l'environnement, c'est plutôt pisse, ils sont plutôt cool. Soit c'est des personnes qui gèrent très bien leur stress à côté et qui sont plutôt détendues de base. Ça s'observe assez facilement. C'est purement institutionnel, ça veut dire qu'on a été formé là-dedans, on a tous un stress environnant, on a tous des choses comme ça. Il faut réussir à le manager et à le gérer pour pouvoir recaler les objectifs. Car comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à redonner un équilibre au corps, il ne pourra pas s'attaquer au problème secondaire pour lui, mais principal pour nous, la perte de poids, la performance. Et tu parlais du ZMA il y a 2 secondes, donc il y a une question qui me vient à l'esprit. Même si on parle d'individualisation de la nutrition pour chacun, toi Idriss, quels seraient selon toi, en tout cas quels sont les compléments alimentaires que tu recommanderais à tout le monde ou presque, et à l'inverse, quels seraient pour toi les compléments un peu mythes, un peu sert à rien, d'accord? Ouais. Voilà. Est-ce que t'en as en tête? Je peux mettre des gens à dos là comme ça. Ouais, je sais. Now we're talking. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Ce que j'aime bien, moi, vraiment de base, ça va être complémentation en oméga 3. En supplémentation, ça veut dire qu'on va augmenter le ratio par rapport à ce qu'on devrait manger pour une personne loisir, enfin lambda, pardon, qui ne fait pas de sport. Parce qu'on va beaucoup consommer dans le crossfit notamment, une grosse réponse hormonale, on tire beaucoup sur le corps, notamment pour les contraintes mécaniques, donc ça vient entre guillemets huiler un peu les articulations. J'aime beaucoup aussi la vitamine D3, super importante, alors beaucoup plébiscitée dans les sports de force et crossfit, mais on ne sait jamais trop pourquoi. Elle a un potentiel énorme dans le cofacteur de la production de testostérone et surtout de performance physique tout court, une grosse vitamine pour aider à y récupérer. J'aime bien aussi les chondroïtine sulfate glucosamine, c'est du soufre en fait qui vient tout simplement aider aux articulations, donc éviter la fatigue prématurée. La protéine en poudre, elle est toujours là, de bonne qualité, voilà, si on veut aller sur un cycle vegan, sur un cycle animal ou un cycle animal responsable, il n'y a pas de problème. Tant que c'est bien fait, c'est toujours une question de je dois le placer où et comment. Après, il y a des compléments qui sont un peu plus mythes. Style la spiruline, je suis pas un grand fan de spiruline. Pareil pour la créatine. Un crossfitter qui prend de la créatine quand c'est pas un cycle fort sur 12 semaines, qui va sur un cycle cardio, je vois pas l'intérêt, parce que ça va faire de la rétention d'eau et on est sur un cycle, on prône un cycle alactique, donc sur un effort très court, alors qu'on est peut-être sur un cycle où on demande des efforts, de 12 minutes, donc pas grand intérêt.
Voilà, je pense que la force des industriels, c'est d'arriver à convaincre facilement à faire des cycles comme ça. Le petit complément que j'aime bien aussi, plutôt pour les compétiteurs ou les gens qui ont un plus gros volume d'entraînement, c'est les BCA, donc les chaînes d'aminés branchées, l'acide aminé branché. Pareil, prendre le relais quand on n'a pas assez d'énergie et du sucre, et du coup renvoyer de l'énergie dans la machine à laver énergétique, donc le cycle de Krebs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, je m'arrêterai là, pour pas rentrer là-dedans. Mais derrière, ça va devenir très individualisé et du coup à chacun. Ouais, exactement. Après, de base, de sommaire, les personnes, je les mets souvent sous vitamine D3. On est tous en carence, surtout en France en ce moment, c'est compliqué. Mais oui, carrément, vitamine D3, oméga 3, c'est une bonne base. Ok. Bonne base. Alors tu fonctionnes sur bilan sanguin, toi tu demandes. Alors quand ils ont, je suis preneur. Voilà. Quand ils ont, je suis preneur. Surtout s'il y a eu, je leur demande souvent s'ils ont eu des antécédents médicaux. C'est important parce qu'il y a une vraie base. Moi, de base, j'aime bien le milieu hospitalier. J'ai travaillé en diabétologie, donc j'aime bien savoir ce qui se passe au niveau hormonal pour savoir comment je vais le gérer. Mais c'est pas obligatoire. Si la personne de base est sont en bonne santé, avec le questionnaire que je vais lui donner, on pousse pas trop le délire. Si on voit j'ai un soupçon de quelque chose, je peux le demander au moins le plus récent, s'il est fait dans l'année, c'est cool, carrément. C'est un truc qu'on a vu débarquer dans le CrossFit, cette arrivée de la supplémentation. Ouais. En masse, et c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans la musculation. Si vous avez tous acheté Muscle & Fitness à un moment donné pour ressembler à pas qu'une fois à Schwarzy avant Rich, c'est blindé de pubs. Et je me souviens que dans les études que j'avais faites, il y a un doctorant qui était venu nous expliquer comment étaient faits les suppléments. Et c'était très drôle de voir qu'en fait les mecs trouvent un élément dans le corps ou une molécule dans le corps qui est capable de faire quelque chose. Je sais pas, par exemple les premières carnitines qui sont sorties, je me souviens, ils nous avaient fait un exposé là-dessus, expliquer qu'en fait c'était plutôt simple. Je vais vraiment faire des gros raccourcis, mais en gros les mecs trouvent une molécule qui marche dans le corps, ils regardent s'ils peuvent la synthétiser, et puis ils la mettent dans un bocal et ils te disent sur l'étiquette, voilà ce que produit la carnitine dans le corps. Mais ils te rajoutent pas dans le corps, ils te disent la carnitine aide à brûler des graisses. Oui. Après 20 enchaînements moléculaires suite à une ingestion d'alimentation carnée ou non, voilà ce que le corps va produire. Mais ça ne veut pas dire que si tu prends une 5e roue dans ta putain de voiture, elle va être plus stable, elle n'est pas fixée. Donc c'est un petit peu le problème de l'alimentation et de la supplémentation, c'est que tu disais les industriels sont très forts pour nous faire croire c'est une force à ce qu'on a besoin. Mais en fait, la moitié des trucs qu'on va prendre, on n'en aurait pas eu besoin si l'alimentation était au point de vue macro déjà bien fixé. On peut pas trop se mouiller parce que là c'est pareil, c'est recevoir des mails de Citec France demain si on se mouille, mais dans une boutique de nutrition, il y a 70% des choses qui sont pas forcément utiles, qui sont juste des capsules de poudre qui sont énormes, parce qu'on a l'impression, il y a un effet placebo énorme, hein. L'effet placebo c'est environ 21% de ce qu'on fait, 21% c'est pas négligeable. Environ 21%. Ouais, environ. C'est quand même, enfin, même 20%, ça peut très vite monter très haut. On a soigné des gens du cancer en expérience avec un effet placebo. Une belle gélule, une belle boîte, une belle pub, et comme tu le disais, je suis 15e je suis 8 millième CrossFit, mais bon, je dis que je suis au-dessus, forcément on va entendre que ça. Les compléments c'est pareil, le CLA c'est la pire escroquerie qui ait jamais été inventée, c'est on dirait que, on pourrait que, ceci, cela. Sur l'étiquette on met aide à brûler des graisses, aide à faire du muscle, ciao, c'est réglé. Ça coûte 15 €, les gens disent ok, du coup c'est un bon rapport qui a été pris pour faire du muscle, et c'est parti, c'est une grande force des industriels. On voit ça tous les jours avec l'huile de palme, on voit ça tous les jours avec le sirop de glucose, c'est une très grande force des industriels. Ça, et c'est des grosses vagues en plus de marketing qui peuvent arriver. La spiruline, c'est l'arrivée en, je sais pas, il y a combien d'années de tonnes de spiruline. Au début, ça coûtait très cher. Bien chaque année. C'était très cher, c'était ultra coté. Maintenant, on en trouve partout, quoi. Et puis c'est au moindre coût, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le complément à la mode, ça a bien marché pour ceux qui ont le filon à ce moment-là. Moi j'assimile ça à des modes de l'école primaire. À un moment, c'est les POG, à un moment, c'est le yo-yo, à un moment, c'est le diabolo. Là, c'est pareil. On tourne en rond, on va trouver d'autres choses, on va trouver d'autres molécules. Ouais. Après, il y a des compléments qui sont vraiment très bien faits. Il y a des marques qui font aussi ça très bien. Ouais, il y a aussi des barres céréalières qui peuvent vraiment te sauver ta journée en termes d'entraînement. Exactement. J'en ai deux dans le sac et ça. C'est toujours ça. Et le but, c'est de dire, écoute, parce qu'avant d'être diététicien, clairement, j'ai juste fouillé sur Internet, parce que j'ai commencé la musculation, j'étais pas du tout en école de diète, j'étais encore en fac de chimie. Donc j'ai fouillé, j'ai cherché, et je suis allé sur le site Team Super Physique de Ray Koya. J'ai fait tout le site du muscu, j'ai commencé par ça. Et non, il regarde le podcast, Rudy, et à chaque fois il non, mais pour le coup, j'ai commencé par ça. Il met un petit commentaire cool, donc et puis c'était un des seuls qui produisait de l'info, donc. Moi, quand j'avais 19 ans, quand je cherchais musculation, je tombais forcément dessus. Je tombais forcément dessus. Team Super Physique tombait dessus. On aime, on n'aime pas. Il y a des choses qui m'ont permis quand même d'avancer. Après, je suis allé sur mon site, je suis allé sur tout un MNF, tout un Men Fitness, forcément. Mais toujours pareil. Il faut arriver à trier l'information et surtout faire la démarche
de faire la recherche. Ça, c'est le but du jeu. S'intéresser ok, je vois une barre, je vais chercher le terme glucide, je vais chercher le terme lipide, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Ça prend du temps, donc soit on va avoir un diététicien comme un mec qui a des problèmes d'informatique, soit il cherche, soit il va trouver un spécialiste, soit on fait la démarche du coup d'aller chercher l'information, qui prend beaucoup plus de temps. Je me rappelle plus, c'est quel chimiste, je cherche son nom depuis tout à l'heure, qui elle intervient dans la nutrition des sportifs de haut niveau, et notamment de quelques crossfitters. Véronique Rousseau. Non. Non, c'est pas une française, c'est une américaine. Et je cherche, parce que depuis tout à l'heure. Et Bière, c'est pas des crossfitters. Non, Bière, elle intervient auprès des crossfitters, et elle racontait justement qu'elle employait pas mal de supplémentations qui sont en lien avec la longévité pour la performance. Parce qu'elle dit tout ce qui nous permet de vivre plus longtemps s'inscrit dans le même biais que la performance. Est-ce que toi, tu as les mêmes convictions en tant que chimiste? Je suis entièrement d'accord. Il y a des choses que mais déjà, dans la vie de toujours, c'est-à-dire que si on voit sa diète comme un sprint et dire écoute, je veux faire ça parce que c'est une valeur qui est inculquée maintenant. On voit les régimes hyperprotéinés, les régimes Weight Watchers. J'ai un sachet en pharmacie avec 12 repas à prendre et j'ai perdu tant de tours de taille. Ça marche pas comme ça. C'est Rhonda Patrick. Voilà, je l'ai. Rhonda Patrick. Ça marche pas comme ça. Et le but, c'est de dire écoute, si tu veux que ça marche, je dois être le plus endurant possible. Parce que ta diète toute ta vie, ça ne s'arrêtera pas sur un an. Le but, c'est produire de la performance sur tant et tant d'années. Il y a un truc que disait Martin tout à l'heure, ça m'a marqué. Il me disait, on parlait de Regionals, je disais, je suis persuadé que l'année prochaine, qui aura Regionals, a le potentiel pour y aller. Et il m'a dit un truc bête. Ouais, cette année, je vais m'entraîner dur. Mais s'entraîner dur pendant une année, c'est long. Qu'est-ce qui va me permettre de m'entraîner vraiment dur pendant une année? C'est la diète, c'est la récupération, c'est optimiser le facteur de demain pour être meilleur le surlendemain. Pour moi, c'est super important. Si je vois ma diète comme écoute, c'est aujourd'hui que je le vis, aujourd'hui ça se passe mal, c'est que c'est pas bon. C'est un cycle, tu dois voir ça pour le lendemain, etc., etc. Donc je suis entièrement d'accord avec ça, et la supplémentation, c'est pareil. Si on prend une athlète comme Tina, est-ce qu'il y a des différences entre le moment où elle est dans les Open, est-ce qu'il y a des recommandations très spéciales et des recommandations si elle va aux Regionals? Est-ce qu'il y a des choses qui vont complètement changer? Toi, tu vas lui envoyer 2-3 mails en disant attention à ça, et maintenant attention à ça. Elle va m'envoyer un Instagram directement, me dire écoute, c'est de la merde. Non, je vous embête. Ce qui va se passer en fait, c'est que comme avec tous les athlètes de haut niveau, même qui préparent les Open ici notamment, on est sur un cycle particulier avant les Open. Donc, c'est une bêtise, cycle force, voilà, où on est un peu bas, on va dire, en carbs, donc en glucides. Ensuite, il y a un gros cycle cardio généralement dans les compétitions, parce que le but c'est de produire du metcon, être performant sur les choses qu'on va retrouver directement aux regionals, en compétition, peu importe. Et on va utiliser ce qu'on appelle le phénomène de rebond glucidique. Ça veut dire augmenter ponctuellement avant un événement, pour remplacer toutes les semaines 1, 2, 3, 4, 5 les watts des Open, augmenter ponctuellement tes glucides, enfin ta réception glucide, pour pouvoir avoir plus d'énergie, tout simplement. D'accord ? C'est-à-dire que le but est simple, c'est de créer ce qu'on appelle une sorte de creux pour avoir une meilleure augmentation. Je vais baisser la quantité de sucre une semaine, 2 semaines avant, d'accord ? Être en métabolisme bas, pour créer un manque dans le corps, ce qui est quand même dangereux, à 10 jours d'une potentielle qualification, et réaugmenter très fortement à 150% de ce que j'ai baissé, pour dire ah ouais, c'est comme un enfant à qui on lance des bonbons. Il en a payé pendant 3 mois, on lui lance plein de bonbons, il va tous les manger. Ah oui. il va se buter tout simplement. Mais il aura énormément d'énergie, il sera frais à l'instant T. C'est le rebond glucidique, c'est dire écoute, je suis capable de mettre dans le mal pour derrière augmenter tes réserves. Et du coup, on peut envoyer ponctuellement sur un événement, etc. etc. C'est comme ça qu'on marche pour les compétitions, pour être bon sur un week-end, parce que généralement les compétitions, ça va être un samedi, un dimanche ou un samedi-dimanche. Et après, on remet un cycle classique d'entraînement et on voit comment ça se passe. Donc la programmation est importante. Après, on parle souvent de ça, que ce soit avec les athlètes d'une boxe classique, donc on demande ce qui se passe ou sur quel cycle ils sont. Ici, j'ai la programmation à l'avance, où je demande la Tina comment ça se passe, à Clean comment ça se passe. Martin il se programme lui-même, il s'entraîne avec Antoine Gaspari, donc c'est pareil, on demande un petit peu comment ça se passe. Le but du jeu il est simple, c'est je connais les composantes sportives, je peux appliquer la diète derrière. Parce que dans tous les cas, moi j'ai aucune main sur écoute, il faudrait que tu t'entraînes plutôt comme ça. Je vais me prendre une gifle si je fais ça. Si je fais ça avec Tina ou avec Alizé, je pense que c'est pas le but du jeu. Elles savent comment s'entraîner, elles savent aussi comment manger. Moi je suis là pour donner du détail, de la précision et mettre de la requête là-dedans. D'accord. La chose est simple. Donc par exemple, si tout à l'heure tu as parlé des électrolytes, ouais. Et si on voit une phase des Open, il y a beaucoup d'athlètes qui vont vouloir répéter, on le rappelle pour les Open, vous avez du vendredi jusqu'au lundi soir pour enregistrer votre score. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont vouloir refaire le même WOD en moins de 3 jours. Ouais. Est-ce que là, tu as des stratégies par rapport à ça en termes de récupération ? En fait, quand ils sont en cycle open, c'est-à-dire que du vendredi au lundi, ils ont des quantités qui sont augmentées. C'est-à-dire que je vais augmenter
très fortement la quantité de glucides et de protéines en abaissant la quantité de légumes. Le but est simple, c'est faciliter l'absorption. Les légumes, voilà, c'est les fibres, c'est quelque chose qui va créer, si je dois simplifier, un mur visqueux sur les parois intestinales, donc qui va limiter la vitesse et l'absorption des sucres et des protéines. Donc le but, c'est d'enlever un peu de ce mur visqueux. Ce qui est une bonne chose la plupart du temps, on peut le préciser. Bien sûr, ouais. Les légumes, il faut en mettre, c'est la base. C'est important, mais là, du coup, ponctuellement, on va baisser ça pour augmenter la réceptivité aux glucides et aux protéines pour avoir plus d'énergie. D'accord ? C'est un peu comme la petite gourde d'Astérix. Le but du jeu, c'est de dire, écoute, pendant ces 3 jours, tu vas te dépasser. Tout ça ambiancé par le phénomène hormonal, l'adrénaline, la performance, le fait qu'on va pouvoir envoyer beaucoup plus, c'est important. C'est ça qui est intéressant, parce que en fait, si on prend le volume d'entraînement d'un crossfitter, sans parler de niveau, mais de niveau compétiteur, on va dire, sur ces 3 jours-là, il va probablement avoir un volume d'entraînement moindre que ce qu'il fait d'habitude. Étant donné qu'il répétera juste un WOD open. Mais l'intensité qu'il va y mettre, la gestion de son stress derrière, de son sommeil et de toutes les armes mises de son côté pour faire une perf là-dessus, ça va suffire pour toi à justifier le fait de manger plus, en fait. Ça c'est sûr. Et alors après, maintenant ça a bien changé parce que comme je vois ici, on a souvent Antoine Gasparini qui s'entraîne ici, ou même on voit quand tu es sur Instagram, Steph Osanga, enfin les grands qui gèrent un peu le crossfit français, même Willy. C'est simple, c'est que ils s'entraîneraient même derrière. C'est-à-dire que là, Martin et Antoine Gasparini font le WOD le vendredi matin, 1 heure de pause, on mange, on discute du WOD, boum, on s'entraîne l'après-midi, boum, samedi on s'entraîne. Dimanche, on fait peut-être le WOD, et si c'est pas le lundi matin qu'on le refait, et qu'on va peut-être même le refaire le lundi après-midi, parce que du coup on a vraiment envie d'y aller, il y a un moment où le mental et la motivation arrivent à pousser vraiment le corps un peu plus loin. C'est-à-dire que même moi, en termes de diète, pour avoir une réponse vraiment à l'instant T, je peux pas faire plus. C'est-à-dire qu'il y a une vraie partie de je peux moi envoyer grâce à mon mental, grâce à la motivation que j'ai. Ça c'est un vrai truc, on ne peut pas l'enlever. C'est la magie du sport de niveau, pas forcément des open, mais dans toute compétition sportive. Ça se passe comme ça. Donc la diète, là, elle a un impact, mais si on décide de faire 6 fois le WOD, j'aurais beau me donner plus, j'aurais pas d'impact, j'aurais pas assez de temps pour avoir de l'impact. Oui, c'est qu'à un moment, il faut aussi comprendre ça, que si le volume d'entraînement dépasse un certain seuil, ça devient, tu peux faire tout ce que tu veux en diète, bon. Parce qu'une fois de plus, t'es pas magicien. Bien sûr, c'est de la longévité, c'est-à-dire que la fatigue accumulée, j'aurais pas assez donné à manger, moi j'ai pas le pouvoir de dire écoute, grâce à tel complément, tu vas beaucoup plus vite assimiler ce que je vais te donner à manger et beaucoup plus vite récupérer. Il y a un moment, le corps il a une limite maximum d'absorption. Si tu as essayé de plus s'entraîner, parce que s'entraîner c'est beaucoup plus simple que manger plus, ou alors diriger ta vitesse d'absorption et de récupération, on ne peut rien faire. Mais là, du coup, c'est le côté mental, le côté force physique et surtout le volume d'entraînement qu'on a mangé, donc la capacité à répéter un exercice en se fatiguant moindre, qui fait la différence. Moi, je le vois comme ça. Quand je les vois parce qu'ils se battent pour les regionals, qui font 3 essais, voire 2 essais le même jour, la diète peut plus rien faire pour eux. C'est-à-dire que s'ils ont été bons en diète, forcément, c'est important. C'est toujours mieux que s'ils n'avaient rien fait du tout, c'est certain. Mais il y a un moment où l'esprit et le corps fait une vraie différence. Et ça, c'est la capacité de s'entraîner tout au long de l'année. Purement de la longévité, le but de la longévité, c'est d'être le plus endurant possible pour que quand le moment intense arrive, donc les open, une compétition, on puisse envoyer du bois parce qu'on a eu l'habitude de s'entraîner très fort sur des longues semaines, alors que là, c'est juste un week-end. Et c'est ce qui résume ton approche, en fait, si je peux me permettre, et encore une fois, coupe-moi, c'est que ton approche de la diététique et de la nutrition va être la même pour une personne lambda, pardon du terme, que pour un compétiteur. Encore une fois, ça va être exactement la même approche et c'est surtout les mêmes prérogatives. Tu vas jouer sur la longévité quoi qu'il arrive. C'est juste le degré de précision qui va varier. Tu ne prendras pas de branches différentes. Pas du tout. Si je te mets aujourd'hui en main avec un degré de précision différent, ça veut dire que forcément, ça reste une voiture. Si on compare ça à une voiture, ça reste une voiture. Une forcément en termes de performance, on a une Ferrari, l'autre plutôt une Renault Mégane. Mais ce que je vais apporter au moteur et l'implication que je vais mettre là-dedans, c'est la même. Si je prends le plan d'Adrien, je prends l'exemple d'Adrien qui est environ le matin, qui fait les open à fond, pourquoi je ne donnerais pas les mêmes armes qu'une personne qui veut les faire originales? Pourquoi il ne ferait pas ses open à lui? Il n'irait pas se dépasser, faire un RM clean à 100 kg parce qu'il n'a jamais passé? Pourquoi je mettrais moins d'investissement pour lui alors pour un athlète de haut niveau? Aucune différence. Le but c'est pareil, on a fait les mêmes rebonds, on a fait les mêmes implications. Le but c'est de pouvoir envoyer. Et puis il en sera aussi content, il sera fier de ce qu'il a fait. Et peut-être que du coup derrière il se dira écoute je suis moins fatigué, je peux envoyer pour la suite des Open, envoyer pour d'autres compétitions, etc. Il n'y a pas de raison. Sur des compétiteurs à l'année, comment tu gères d'un côté la phase de repos? Est-ce que tu les libères? Et comment tu gères aussi cet aspect du cheat meal? Parce que le cheat meal, on entend parler comme quelque chose de très positif parfois.
Mais avec d'autres diététiciens nutritionnistes, ils te disent non, c'est juste une version tronquée de je continue, excusez-moi du terme, je continue à faire de la merde. Parce que mentalement, je me récompense avec des mauvaises choses. D'accord. Comment tu gères ça? Comment tu gères le cheat meal et les périodes de repos? Il y a un vrai truc, c'est que si on enlève le plaisir à un athlète, que ce soit loisir ou de haut niveau, il y a un moment, il va vous en ébouler. Ouais. J'ai une vie sociale, j'ai des amis, j'ai envie de me faire plaisir. Pourquoi je pourrais pas? Bah si tu as le droit. Le but pour moi du cheat meal, c'est la conscience personnelle. C'est-à-dire que je vais pas interdire de choses. Je vais dire, écoute, tu as le droit à un vrai repas de joker par semaine. Tu fais ce que tu veux sur une période donnée. C'est pas une journée, c'est par exemple une bêtise de 18h à minuit. Il y a la France qui joue au rugby, bah, tu vas boire des coups avec les copains, vous allez manger, vous allez faire une bouffe, vous allez faire ci, vous allez faire cela. Pour peu qu'ils aient gagné contre l'Angleterre, ça se passe bien. Écoute, si le lendemain matin tu t'es levé et que tu t'es dit j'ai kiffé, ça m'a fait du bien, je suis prêt à repartir pour une bonne semaine parce que j'ai un bon souvenir, ciao, c'est parti, ça suffit. Mais c'est la conscience personnelle. Ça veut dire que moi je vais pas leur taper sur les doigts s'ils ont fait plus de cheat meal, je vais juste leur dire t'as juste pas le droit de me dire au rendez-vous que t'as pas assez avancé alors que t'as fait 8 cheat meal. Ce que je veux dire, t'as pas regardé dans le déni en fait. Est-ce que, en toute conscience, ça vaut le coup? Exactement. Et de toute manière, après, il se passe quelque chose, c'est que quand les résultats arrivent, et qu'il faut aussi qu'on s'implique, donc moi en tant que professionnel là-dedans, je dirais pas qu'ils ont pas envie de décevoir, mais ils ont pas envie de se décevoir eux-mêmes et dire écoute, en fait, je me rends compte que j'ai plus envie de mon McDo de la fin de semaine, j'ai plutôt envie de me faire un bon resto, ou alors j'ai plus envie de manger ma Domino's, mais plutôt une bonne pizza chez Italien avec ma nana. Ça fait une vraie différence. Et de toute manière, dès qu'on commence à inculquer de la diète et qu'on commence à donner de la fréquence sur les quantités et sur le volume horaire, on a une tolérance au cheat meal qui sera bien moins. Donc ça, c'est super intéressant. Le nombre de mes athlètes loisirs et haut niveau qui m'ont dit en sortant de Noël, j'ai pas réussi à manger tant de foie gras, je me suis déçu, ou alors je suis content d'être revenu à mes haricots verts. Même moi, je le dis pas ça. Je me suis déçu. Même moi, je me dis pas, écoute, je suis content d'avoir retrouvé mes légumes, c'est pas possible. Donc voilà, mais c'est purement de la conscience personnelle, leur dire écoute, t'es seul face à ce problème, mais dans ma démarche, t'as le droit de te faire un vrai repas où tu kiffes. Ça, c'est pas de problème. Faut partir de là. Et redonner un petit peu le sens de la notion de mérite. Bien écoute, t'as bossé, t'as fait tes entraînements du lundi au vendredi par exemple, tu t'es donné, et j'ai mérité d'être avec mes copains, boire un coup, me faire du bien, et ça fait du bien. Parce qu'il y a un moment où la notion de plaisir, elle y est plus, parce qu'on fait ça tout le temps, et puis on culpabilise plus que prendre du plaisir. Ouais. Quel intérêt? Ah là j'ai fait, puis après une heure après, c'est la merde, je culpabilise, j'aurais jamais dû faire ça, etc. etc. Ça c'est pas cool. Voilà comment je le vis. Mais c'est plutôt cool là-dessus. On va pas tarder à conclure. Tu nous as dit que dans ton bouquin, tu peux te présenter un petit peu, c'est Coaching Nutrition, Musculation et Cross-Training. Il est trouvable à la Fnac, je le sais, sur Amazon. Fnac, Amazon, ils ont mis un petit peu ça partout. C'est vraiment une chance. C'est une maison d'édition en fait qui me suivait depuis un certain temps apparemment. Donc moi je continue à bosser à Lutèce, hein. Je continue à faire une petite bouffe là-bas. Et ils m'ont contacté pour me dire qu'ils suivaient un petit peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient vu comment ça se poussait. Donc c'était un bel accomplissement parce que moi je m'en rends toujours pas compte. Ils m'ont donné, on vous donne 3 mois pour écrire un bouquin, est-ce que vous savez un petit peu ce que vous voulez mettre dedans. Ils m'ont laissé vraiment tout ce que je voulais faire, j'ai été libre de mettre le sommaire, l'éditeur, le graphiste, la correctrice, on est parti là-dessus, le style d'écriture. Ça a plu, ça a bien marché et c'est super cool parce que j'ai pu me faire plaisir aussi. Il y a une partie recette, il y a toute une trame pour savoir comment la diète doit se faire. Bien évidemment, la partie théorique, pour moi, c'est super important parce que la personne doit d'abord remplir son cerveau avant de pouvoir digérer l'information et la retranscrire sur du pratique. Donc il y a toute cette partie-là, tout en prenant la personne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'avoir l'information complète, donc du scientifique, mais en vulgarisant un petit peu, donner des images, toucher un peu le grand public. Avec une grosse partie de recette à la fin pour pouvoir dire écoute, je peux manger un chili con carne, je peux manger un cheesecake, je peux manger des choses comme ça, en me faisant plaisir en même temps dans un processus de diète qui est le bon. Et c'est cool. Ça a été clairement un bon accomplissement. Il a été reconnu quand même pas mal dans la communauté CrossFit. Ouais. Même si le terme du coup sera cross-training. Donc c'était plutôt cool et c'est le premier ouvrage je pense français dans le milieu, donc c'était sympa. Et il traite aussi d'autres choses. Il traite aussi de la musculation et de la perte de poids, tu nous dis. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait dedans on va trouver tout ce qui va être gestion d'équilibre alimentaire classique. On va expliquer tout ce qui va être prise de masse et période de sèche, comment bien la gérer, etc. Avec un plan un peu complet dedans. Le but ça va être de dire écoute j'ai appris des choses.
J'ai appris purement du théorique, c'est-à-dire que là on rentre dans les chiffres, qu'est-ce que je dois consommer, la partie électrolytes, vitamines et minéraux, la partie hormonale également, et ensuite la partie un peu plus pratique, donc avec des recettes, comment je dois les appliquer, qu'est-ce que je dois manger le matin, etc. Ça c'est le but du jeu. Donc je peux pas rentrer dans le détail des quantités à consommer pour chaque personne, parce que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, mais par contre pour remettre un schéma en place, c'est plutôt cool. Donc on part de la vie, en fait j'ai pris un monsieur qui s'appelle Monsieur Biceps. Le but dedans c'est de suivre un petit peu sa progression pour que la personne puisse s'identifier et créer ses calculs à partir de ça. Et on avance dans le livre comme ça, et le but c'est à la fin de dire écoute, j'ai appris des choses, j'ai pas la réponse à tout, parce que j'ai pas la prétention de dire que ce bouquin ça va être la référence scientifique de cette année, mais j'ai appris des choses, je les ai aidés à faire mieux, et clairement ça l'aidera pour la pratique de la musculation et du crossfit. Donc ça c'est cool. Où est-ce qu'on peut te suivre? Je suis pas mal réseaux sociaux. Je suis pas monsieur mail, c'est-à-dire que les mails, pour moi, c'est quelque chose de, c'est un peu stressant. Il y a toujours des factures, des impôts, l'EDF qui envoie des mails, c'est pas possible. Donc sur Facebook, ça marche pas mal. Sur Idriss Diététicien ou sur Oui Nutrition, donc WE Nutrition sur Instagram. Et sinon, il y a mon site www.we-nutrition.com. Voilà, après je suis très accessible là-dessus. Les gens, quand ils veulent faire un suivi, généralement ils m'envoient un message par Messenger ou un message même par Instagram. Je suis ultra ouvert là-dessus parce que je veux sortir du cadre de... Je suis chez mon diététicien, il y a un bureau, un bibelot, une blouse, on met de la distance. Pour moi, c'est pas le but du jeu. Si les gens veulent venir, c'est qu'ils ont envie de s'investir et qu'ils ont envie que tu t'investisses un minimum. Donc le but, c'est de montrer que tu es impliqué là-dedans. Ça fait partie du jeu. Et si on veut pouvoir engueuler une personne, il faut pouvoir aller et enlever la blouse. Et l'avenir, c'est quoi? Il y a des axes comme ça là, qui ouais, arrivent. il y a des petits projets assez cool. Je peux pas me porter la guigne, mais le projet ultime, ce serait, je sais pas, d'ici 2-3 ans, d'exporter, parce que là j'ai pas mal de suivi en dehors de la France, donc c'est plutôt cool. Arriver à exporter un peu le process dans notre pays, j'aime bien l'Angleterre. Donc aller faire un tour là-bas et continuer un peu en France, mais bon, j'aimerais bien bouger un petit peu et voir ce qui se passe un peu dans d'autres contrées. Ok, cool. Bah écoute, nous on va te remercier pour merci à vous. tout cet éclairage. C'était bien cool. Je pense que c'était vraiment cool en termes d'infos. Ça fait beaucoup d'infos et je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer, même pour des crossfitters, pour des non-crossfitters. Et ça leur permettra aussi de voir un petit peu plus clair en termes de nutrition. Donc merci à toi pour le temps passé et à très bientôt. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Bang. Yes, cool. Top. Merci les gars, c'était cool. Merci Idriss. Merci le caméraman.